Art, culture et patrimoine. Une émission présentée par Christelle de Limerville. Je vous propose aujourd'hui une visite découverte du Conservatoire de Laval, Laval Agglo, le fameux 40. 40 car il est situé au 40 rue du Britet, mais un peu plus, on le découvrira tout à l'heure, dans le centre-ville, ou en tout cas tout près du centre-ville, dans les locaux de, anciennement, l'emblématique Crédit Foncier. Alors je suis en compagnie de son directeur. Bonjour François-Marie Foucault. Bonjour. Vous nous proposez un petit historique de ce bâtiment, de son architecture, et puis nous allons aller à la découverte de l'éventail de propositions culturelles que ce bâtiment renferme aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un bâtiment assez singulier et emblématique de Laval, en même temps très présent et peu connu, puisque c'était un coffre-fort, et par définition, les coffres-forts n'étaient pas très visités. Alors comment un coffre-fort national du Crédit Foncier de France, qui était quand même une des banques les plus puissantes pour le particulier à cette époque-là, comment le coffre-fort national du Crédit Foncier peut se retrouver à Laval ? Eh bien, tout simplement, dans les années 30, une réflexion de la part de cette banque qui était centrée à Paris, avec des craintes autour de la géopolitique européenne et des peurs d'être bombardés. Et donc, suite à ces peurs, une réflexion qui a été menée pour prendre le train, s'expatrier et aller dans une ville moyenne, un peu plus protégée, à l'ouest de la France. Donc, c'est comme ça qu'est apparu, dans les années 40, le Crédit Foncier de France et son coffre-fort national à Laval. Ça représente un nombre de mètres carrés extraordinaire. Et d'ailleurs, le coin s'appelle encore le coffre-fort. Alors oui, toute la partie de vie du bâtiment est encore dans le coffre-fort. C'est ça qui est assez surprenant, c'est que le coffre-fort en lui-même fait 1200 mètres carrés. Donc on l'a transformé en place du village dans laquelle on peut venir vivre de nombreuses expériences, qu'on soit ou pas adepte des pratiques culturelles. Donc là, vous nous emmenez faire un petit tour dans toutes ces salles, tous ces lieux. Pour moi, c'était conservatoire musique et danse, mais c'est beaucoup plus large. Alors oui, le 40 est un projet beaucoup plus large en lui-même, puisque ce n'est pas du tout un simple conservatoire, c'est avant tout un lieu de rencontre, un lieu de vie dans lequel divers acteurs se retrouvent, qu'ils soient résidents du lieu, comme par exemple la Microfolie qui dépend du musée d'Art Naïf, ou la bibliothèque, ou encore des occupants plus ponctuels, puisqu'on accueille des événements comme le Festival du Premier Roman, le Festival Recto Verso de Laval Virtual, et aussi un occupant effectivement important, avec qui on confond souvent le bâtiment, mais c'est vraiment deux entités différentes, le conservatoire de musique, de danse, de théâtre et d'art visuel. Donc on peut pratiquer les arts sous toutes ses formes dans ce bâtiment. Et donc au total maintenant, le 40, c'est combien de mètres carrés ? Alors c'est vrai que le bâtiment a été totalement remanié par un architecte parisien, Bruno Gaudin, qui, dans ses derniers projets, a par exemple refait entièrement pour le ministère de la Culture, la Bibliothèque nationale de France, le site historique de Richelieu. Donc Bruno Gaudin nous a totalement transformé ce bâtiment qui était par définition extrêmement fermé, puisque c'était un coffre-fort, et il l'a transformé en lieu totalement ouvert, avec des circulations traversantes, avec des lieux d'exposition, avec des lieux de spectacle, avec des lieux de vie, avec un café, des lieux de repos, des lieux de travail aussi. Il y a des personnes qui viennent travailler en autonomie avec leur ordinateur, puisqu'il y a le Wi-Fi gratuit pour tout le monde. Et puis surtout des lieux de repos où on peut se poser, des petits salons où on peut profiter d'un gros atout du bâtiment, c'est la vue, puisque ce bâtiment est sur une hauteur de Laval et donc on voit Laval à 360 degrés tout autour de nous. Et donc c'est un lieu ouvert du matin au soir et on n'est pas obligé d'être adhérent d'une quelconque activité pour venir le visiter, s'asseoir, regarder et découvrir. Les horaires, je ne sais plus. Alors oui, bien sûr, c'est effectivement un tiers-lieu ouvert à tous pour flâner, pour se reposer, pour discuter, pour donner rendez-vous, pour échanger. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé son cœur battant la place du village. C'est que c'est une place du village pour tout le monde, pour tous. Ces horaires sont extrêmement larges puisque en semaine, ce bâtiment est ouvert de 8h30 à 21h le soir et le samedi jusqu'à 19h. Magnifique. Donc nous allons partir à la découverte de ce beau bâtiment avec François-Marie Foucault. Et déjà, nous marchons sur des mosaïques d'Odorico que l'on retrouve au bain-douche.
Exactement les mêmes qu'on peut retrouver au bain-douche. Donc Odorico, un grand mosaïste rennais qui nous a fait le plaisir d'orner quand même certains bâtiments lavallois. Donc ça, c'était fait du temps du Crédit Foncier, bien sûr. Alors oui, c'est des mosaïques d'époque, puisque le bâtiment est de fin de l'époque Art déco. Donc on retrouve d'ailleurs dans le bâtiment pas mal de marqueurs de cette esthétique, avec ces pavés de verre au plafond, avec ces colonnes qui rythment l'architecture, et puis avec ces fers forgés. L'architecte donc Bruno Godin a décidé vraiment de mettre en valeur et de garder l'identité architecturale du bâtiment d'origine. Alors ici, nous sommes à l'étage, accoudés à la rambarde. Ça, c'est le cœur du village, là, vous disiez. Alors oui, c'est ce qu'on appelle la place du village, c'est-à-dire le cœur sonnant du bâtiment. Là, on aperçoit justement un petit bout de scène qui est prêt à envahir l'espace pour un petit concert impromptu. On retrouve des tables, on retrouve des fauteuils, des chaises. Enfin, c'est très confortable. Tout ça dans une atmosphère quand même extrêmement riche, avec un grand escalier en verre qui va nous permettre de rejoindre le point de vue panoramique, le salon panoramique sur la ville. On est vraiment sur des espaces très dessinés par l'architecture, en fait. On retrouve vraiment les marqueurs d'origine du bâtiment. Et donc avec une entrée à gauche et à droite, au nord et au sud Oui, c'est ça. On peut rentrer et sortir très facilement. Exactement. En fait, c'est conçu tant comme une place que comme une rue. C'est-à-dire qu'on peut se garer au parking Jean Massé et puis traverser par l'entrée nord et ressortir par l'entrée sud et arriver au centre-ville en 3 minutes, 4 minutes à pied. Donc ce qui est bon à savoir quand même, puisque la place du 11 novembre sera bientôt redonnée au public. Et pour y aller, vous pouvez exploiter ce cheminement, ce qui vous permettra d'être en connexion avec le petit café qui est le long du cheminement, ce qui vous permettra de tomber sur une exposition, de donner rendez-vous à des connaissances ou simplement de vous reposer. Donc oui, là, nous quittons la salle des coffres. Donc salle des coffres, un espace de 1200 mètres carrés, c'est vraiment un cube. On est sur l'architecture fonctionnelle. Alors un cube dans lequel l'architecte a rajouté des petits cubes pour créer des salles, parce que sinon 1200 mètres carrés sur 12 mètres de haut, c'était quand même quelque chose d'assez peu exploitable. Voire ça pouvait faire un peu hall de gare. Mais il a gardé quand même ces espaces sous forme de cheminement pour se rendre compte des volumes originels. Et alors là, nous nous dirigeons vers... Et donc là, nous allons vers l'extension. Sans doute peut-être la partie du 40 que vous avez l'habitude de voir depuis le centre-ville, cette façade un petit peu argentée et jaune et très contemporaine. On peut d'ailleurs remarquer au passage des deux espaces que cette extension qui semble très grande est finalement beaucoup plus petite que la salle des coffres d'origine, puisque la salle des coffres dépasse et domine l'extension. Ça, c'est vraiment un choix de l'architecte aussi, ne pas changer le profil du bâtiment, puisqu'en fait, c'est un bâtiment qu'on voit quasiment de tout Laval. Et on voit ces deux toits bombés qui surplombent Laval. Et donc, il n'a surtout pas voulu faire une extension qui cachait ces toits bombés, mais au contraire, qui les sublimait. Donc là, on voit le choix qu'il a fait, c'est des verrières pour toujours laisser la salle des coffres en majesté dans son écrin. Et donc, une fois qu'on a passé la verrière, on entre dans l'extension contemporaine dans laquelle il a glissé en particulier les salles de danse et les salles d'art visuel, puisque c'est des salles qui doivent être très grandes et qui doivent être un peu surdimensionnées. Donc il a profité de son extension pour ça. Mais j'imagine, là c'est une parenthèse, mais j'imagine l'entretien technique de ce bâtiment elle doit être très lourd. Toutes les verrières, Effectivement, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que, effectivement, les verrières sont à nettoyer assez fréquemment. Mais la grosse contrepartie, c'est qu'il a fait un bâtiment avec une exploitation d'énergie très maîtrisée, puisque justement ces verrières qui, elles, rappellent l'architecture d'origine, sont aussi un très bon outil pour éclairer ce bâtiment extrêmement compact. Et finalement, on a très peu de lumière artificielle dans le bâtiment, donc ça s'entretient, mais en même temps, ça nous apporte plus de ressources en énergie verte. Nous rentrons dans le studio de danse, immense verrière, et on domine tout Laval. On voit même les quais, bien sûr la cathédrale, et puis toute la longueur de la pièce en miroir, évidemment.
Oui, C'est à alors l'opéra, là. c'est une salle extrêmement technique, mais très appréciée des danseurs, parce que voilà, elle est très adaptée avec un sol technique, etc. Mais avant tout, effectivement, son gros atout, c'est que l'ensemble d'un mur est constitué d'une verrière qui domine tout Laval. Donc de cette verrière, on peut voir la cathédrale, on peut voir le Zoom, on peut voir une vue incroyable que très peu de gens connaissent du Châteauneuf, puisqu'on voit le Châteauneuf de profil. Donc on ne voit pas la galerie dans sa longueur, mais au contraire, dans sa largeur. On voit même le drapeau de la mairie flotter. Et puis, effectivement, on aperçoit les quais avec, par exemple, Saint-Julien sur l'autre rive. Ah ouais, c'est magnifique. Donc là, cours de danse, ballet. Alors oui, ici, c'est toutes les formes de danse peuvent s'exprimer, quelles que soient les esthétiques, qu'elles soient classiques, contemporaines, jazz, même hip-hop. L'espace a été lui-même créé pour pouvoir aussi accueillir, par exemple, certaines formes de musique extrêmement douces. Alors bon, il faut faire de la musique en chaussettes, parce qu'il faut préserver le sol, mais par exemple, on y fait certains dimanches matins des siestes musicales. C'est extrêmement agréable. Ah oui, on vient se poser dans des transats et puis des musiciens nous emmènent dans des univers musicaux assez incroyables et toujours avec cette vue qui domine Laval. Et à son pied aussi son jardin avec sa cabane pour enfants, avec des bancs, tout pour passer de très agréables moments au beau jour. Alors là, nous sommes rentrés maintenant dans le département théâtre. Oui. Petite salle, grande salle. Voilà, donc en théâtre, comme pour la danse, on a une grande salle, une petite salle. Donc là, on est actuellement dans la petite salle, donc avec, là, pareil, toujours des enjeux techniques qu'on retrouve dans la salle, c'est-à-dire un parquet pour l'ancrage au sol des comédiens. Et on retrouve également des lisses, donc c'est-à-dire des barres sur les côtés qui permettent de mettre des projecteurs, puisque l'enjeu en théâtre aussi est beaucoup de travailler avec la lumière. Donc pour éviter que tout le monde aille dans l'auditorium pour répéter en forme spectacle, on a préféré ramener la technique dans toutes les salles. C'est-à-dire que là, on a autour de nous des grilles, on en a d'autres au plafond. On accroche directement les projecteurs et on les commande directement, ce qui nous permet de travailler la lumière dans la salle où on travaille. On remarque aussi également au mur une petite particularité qu'on retrouve dans toutes les grandes salles du bâtiment. Ce sont en fait tout simplement des connexions à un studio d'enregistrement qui est au sous-sol. Ce qui fait qu'on peut enregistrer en qualité professionnelle l'ensemble de l'activité des salles en fonction des besoins, sans avoir à remonter le matériel à chaque fois et potentiellement à l'abîmer, à le casser, etc., etc. Là, on a un studio complet avec des cabines de prise de son, mais on peut également prendre le son directement dans les salles. Donc salle de théâtre, salle de danse, salle de musique, auditorium, ce qui rend la chose très simple et qui nous permet d'avoir une sorte de système en araignée autour de ce studio d'enregistrement et d'inventer un petit peu aussi les formes qui viendront dans le futur, puisqu'évidemment on ne construit pas un bâtiment comme ça pour 10 ans, mais on l'inscrit dans une durée beaucoup plus longue. Donc là, c'est des technologies qui nous permettront de ne pas rater le train des futures évolutions techniques. Alors ici, nous sommes arrivés au salon panoramique, plein est. Exactement, donc on prend l'escalier monumental de la salle des coffres, l'escalier en verre dans la place du village, et on monte 2 étages, et on arrive au dernier étage du 40, sur ce grand salon panoramique qui donne plein est. Ça veut dire que toute la matinée, vous venez avec votre journal, vous pouvez vous installer dans les fauteuils confortables du salon et profiter d'une vue absolument superbe sur, en particulier, la Mayenne, et puis un panorama qui va, oui, effectivement, en gros, du stade de foot à la cathédrale, en passant par Saint-Nicolas, en passant par le Châteauneuf. Et puis on retrouve évidemment le théâtre en face. Ah oui, c'est vraiment magnifique, à découvrir absolument. Alors là, on a vu la danse, le théâtre. Oui. Qu'est-ce qui nous manque? La musique? Eh ben, on peut aller voir la musique. C'est à cet étage qu'une grande partie de la pratique musicale se trouve. Alors, la première salle qu'on va voir sur notre droite, c'est une salle dédiée à des pratiques musicales encore peu connues, puisque c'est la musique assistée par ordinateur. Donc avec toutes sortes d'instruments nous permettant d'interagir avec un ordinateur, mais contrairement aux idées reçues, c'est pas l'ordinateur qui fait la musique, mais bien le musicien qui exploite les instruments. Qui maîtrise. Et en face, on retrouve par exemple une salle avec 2 pianos pour pouvoir travailler autour du piano, ou encore une salle avec un orgue, une salle avec un clavecin, ou toutes sortes d'instruments avant. On est à Valois et qu'on veut vérifier sa toiture, on monte au 40. Et voilà.
Et alors, quand on prend des cours de musique, c'est ici, C'est ça. à cet étage-là. Alors l'architecte a profité du dernier étage pour mettre toutes les plus petites salles du bâtiment. Donc évidemment, il y a d'autres salles de musique dans les autres étages aussi, mais elles sont plus grandes généralement. Tout simplement parce qu'au dernier étage, on peut avoir accès à la lumière partout. Alors là, nous prenons un ascenseur gigantesque. Pourquoi est-ce qu'il est si grand? Pour les pianos? Je sais pas. Alors oui, exactement. En fait, c'est un ascenseur qu'on a construit autour d'un piano. C'est-à-dire que notre piano de concert, un Steinway, de concert, rentre dedans, ce qui nous permet de mettre tout type d'instrument puisqu'on a pris le plus grand. Oui. Donc là, nous arrivons dans une salle d'orchestre, alors qui finalement n'est pas tant pour l'orchestre, mais qui est une salle un petit peu à tout faire. On peut y faire des réunions, on peut y faire effectivement des petits concerts, on peut y faire des conférences, on peut y faire des répétitions. Elle nous sert vraiment à beaucoup de choses. C'est quand même une salle relativement grande, puisqu'elle fait 170 mètres carrés. Elle a vraiment une hauteur sous plafond assez magique. Et on retrouve toute la finesse du traitement architectural de Bruno Godin dans cette salle, avec des abassons en bois extrêmement chaleureux. Comme une charpente, un peu. Oui, c'est ça. C'est comme si on était sous la charpente, avec cette omniprésence du bois au sol, au mur, au plafond. Ça, c'est pour l'insonorisation. Alors oui, le gros sujet de l'architecte sur ce bâtiment, ça a été le sujet de l'acoustique. Alors l'acoustique, tant en tant que qualité d'acoustique dans la salle, puisque l'idée c'est de pouvoir y faire différents types de musique, donc on fait différents types de salles. Il faut savoir que toutes les salles ont une acoustique différente dans le bâtiment. Il y a des salles qui ont une résonance plus importante. Par exemple, la salle de chorale va beaucoup résonner pour que les chœurs se sentent à l'aise, puissent chanter pleinement. Alors qu'une salle, par exemple, pour les musiques actuelles, elle va être ce qu'on appelle très mate, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune résonance pour éviter de se faire mal et de se blesser les oreilles. Ça, c'est l'acoustique, entre guillemets, esthétique. Et après, il y a les problèmes d'acoustique de voisinage. C'est-à-dire qu'il faut surtout éviter de générer des nuisances, par exemple, pour les riverains. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le bâtiment fonctionnant à plein. Il y a énormément de personnes qui font beaucoup de sortes de musiques différentes. Il ne s'agit pas de déranger tout le monde autour. Donc, il y a un gros enjeu sur l'acoustique isolante. Et donc, on a des complexes acoustiques qui vont jusqu'à 70 cm d'épaisseur pour éviter d'inonder tout le quartier de nos musiques formidables. Et après, il y a le problème de l'acoustique entre salles. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas qu'entre deux salles, on entende ce qui se passe dans la salle d'à côté. Et là, le choix de l'architecte est un choix assez radical, mais totalement intéressant. C'est le choix de créer des boîtes dans la boîte. Alors, je m'explique un petit peu. Les problèmes d'acoustique, généralement, sont générés par des vibrations. Le son se distribue de pièce en pièce par la vibration. Pour éviter que les vibrations ne puissent se transmettre, il faut imaginer que donc, nous avons la boîte originelle de la salle, c'est-à-dire les murs et les planchers, et par-dessus le plancher a été recréé un nouveau plancher sur des milliers de ressorts. Donc là, par exemple, nous ne sommes pas sur le plancher du bâtiment, mais nous sommes sur des milliers de ressorts sur lesquels est posé un second plancher. Ça veut dire que quand le plancher vibre, les vibrations se dissipent dans les ressorts, et comme ça, rien ne peut se transmettre par le sol. Idem pour les murs, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sur les murs porteurs, mais sur des murs isolés qui sont eux-mêmes posés sur ce deuxième plancher. Ça veut dire que quand les murs vibrent, ils ne peuvent pas transmettre dans le mur porteur qui est derrière. Et idem pour les plafonds, c'est-à-dire que les plafonds sont sur ressort. Ça veut dire que quand ils vibrent grâce au son, la vibration reste sur ce plafond-là et pas sur le plafond au-dessus. Et c'est efficace. C'est extrêmement efficace. Ça évite toute problématique. Et c'est tellement efficace qu'il a même fallu que je demande au cours des travaux à l'architecte de laisser passer le son par certaines portes, parce que sinon, on aurait pu se balader dans le bâtiment et ne pas du tout se rendre compte qu'il y avait de pratiques artistiques. Donc en fait, il a fallu qu'il laisse fuiter, entre guillemets, un peu de son par les portes pour permettre quand même de rendre ce bâtiment vivant. C'est un studio d'enregistrement plutôt professionnel, alors Oui. Plutôt professionnel et à visée pédagogique. Il faut savoir que généralement dans un studio, la cabine où se met l'ingénieur son est petite et les espaces pour enregistrer sont grands. Là, on a fait l'inverse, parce que l'idée, c'est qu'il puisse y avoir des groupes d'élèves qui viennent apprendre à faire des prises de son. Donc on voit qu'on a une cabine avec, en l'occurrence, 4 tables de prises de son différentes pour pouvoir travailler sur différents matériels. Et on a des cabines de prise de son de chaque côté.
mais également, comme j'ai pu l'expliquer, toutes les grandes salles qui sont connectées directement sur l'enregistrement et qui arrivent. Là, on voit, ça arrive par toutes les gaines qu'on voit ici. Donc, on a des centaines de gaines qui se rejoignent pour pouvoir prendre tous les espaces. Alors là, on descend dans le bunker. C'est ça. Alors là, on descend dans le bunker. Cet accès a été creusé spécifiquement pour le projet. Et donc, on voit dans quoi est installé le bunker. On a face à nous un mur de roche qui se prolonge après avec le blindage du bunker en béton armé de la grande époque du béton armé. Et le bunker, c'était pour protéger le personnel. Et alors, le bunker, c'était pour protéger même la population. Ah oui. C'est-à-dire que pendant les travaux, j'ai fait quelques visites de particuliers. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes maintenant d'un certain âge qui ont pu se protéger ici pendant les bombardements de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors ce bunker pouvait accueillir jusqu'à 800 personnes. Exactement. Et là, nous traversons et il y a une des portes. Alors voilà, nous avons gardé une des portes originelles d'accès au bunker. Donc il faut imaginer une porte en acier qui fait à peu près 20 cm d'épaisseur avec 8 gonds. Alors quand on parle de gonds de quasiment 10 cm chacun et avec une roue, on pouvait tout enclencher d'un seul coup. Donc là, on se rend bien compte que l'enjeu était réellement défensif de cet espace. Et nous arrivons maintenant à l'auditorium, donc 300 places. C'est ça. Alors 300 places assises ou, parce que c'est un espace extrêmement modulable, on peut aller jusqu'à 600 places debout. C'est-à-dire que l'auditorium est une salle de spectacle un peu singulière. Elle a été construite en complémentarité des autres salles de spectacle du territoire. Et donc, on est sur une jauge moyenne, mais par contre, une appréhension beaucoup plus multiple sur les possibilités de pratique artistique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle est très adaptée à la musique acoustique, par exemple, avec des rabassons un petit peu partout, une conque acoustique qu'on peut déplacer en fonction de nos besoins, mais aussi un système, par exemple, de diffusion sonore amplifiée qui permet, pourquoi pas, au 6x4 de venir y faire des concerts également. L'autre particularité, c'est sa morphologie, c'est-à-dire qu'on a souvent l'habitude des salles de spectacle avec ce qu'on appelle des publics en frontal, c'est-à-dire en face. C'est-à-dire d'un côté, il y a la scène, de l'autre côté, il y a le public. Là, on est sur une salle qui englobe, un public qui englobe la scène, puisque nous avons des retours sur les côtés, ce qu'on appelle un théâtre à l'élisabéthaine, qui permet en fait au public d'être toujours très près de ce qui se passe sur scène. Là, par exemple, on ne dépasse jamais 10 mètres de distance entre le public le plus loin et, et le musicien ou le comédien le plus proche. Comme un petit opéra, en fait. C'est ça. Voilà, c'est un dérivé souvent des théâtres à l'italienne, par exemple. C'est un espace qui peut accueillir beaucoup de choses. Il peut accueillir de la musique, comme je le disais, soit amplifiée, soit acoustique, mais aussi du théâtre, de la danse. On peut aussi faire de la projection de cinéma, par exemple. Et surtout, on peut également faire du cirque, puisque nous avons des accroches de machinois en technique du spectacle. Donc ça permet en fait de faire des activités circassiennes. C'était un petit extrait d'une élève qui travaillait en trombone dans la salle de la chorale. La salle de chorale, oui, qui est donc une des salles les plus réverbérantes, comme j'expliquais, qui sonne le plus pour justement faciliter l'expression chantée. Donc on peut y faire effectivement soit un petit travail comme ça instrumental, soit y faire un travail avec une chorale, voire faire des petits spectacles. C'est une salle qui nous sert beaucoup aussi pour les petits spectacles. Alors notre visite se termine. François-Marie Foucault nous situait la taille de ce conservatoire et le nombre d'adhérents qui fait rêver. Oui, au-delà du 40 et son projet de tiers-lieu culturel, il y a également donc une des parties du conservatoire qui est dans ce bâtiment. Et effectivement, c'est un conservatoire un peu hors norme, puisqu'on est sur un conservatoire à 4000 élèves à peu près, ce qui en fait un des établissements quand même les plus grands en France. Un conservatoire de musique, de danse, de théâtre et d'art visuel. Avec une particularité, c'est que tout le conservatoire n'est pas au 40, puisque nous avons aussi 6 sites d'enseignement dans le reste de l'agglomération. Et quand vous dites 4000, c'est-à-dire que là, ce sont des adhérents donc qui s'inscrivent, qui paient leur adhésion, qui suivent des cours et autres. Oui, alors les 4000 sont vraiment des élèves inscrits. C'est des élèves qui viennent toutes les semaines sur un parcours pluriannuel, puisque l'autre particularité de l'établissement, c'est qu'on a aussi un très gros volet de sensibilisation à l'ensemble de la population
en institut, en petite enfance, en milieu scolaire. On intervient directement dans les écoles ou dans les crèches. Et là, on est plutôt sur un autre chiffre qui est plutôt entre 9 et 10 000 personnes touchées par an. Donc là, qui ne sont pas des gens inscrits, mais qui sont touchés directement dans leur lieu de vie. Très bien, merci beaucoup pour cette magnifique visite. Eh bien, bon vent aux 40 et n'hésitez pas à venir flâner pour découvrir ce lieu incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et effectivement, je vous rappelle que le 40, c'est chez vous. C'est-à-dire que vous y êtes les bienvenus et vous pouvez tout à fait y venir juste pour prendre le temps de lire avec une vue splendide sur la Val.